La commune, en quelques mots, c'est la première révolution ouvrière en France. C'est à l'occasion de la fin de la guerre de 1870. Elle va durer 72 jours, avoir énormément de mesures sociales progressistes et elle sera écrasée dans le sang, entre 20 et 30 000 morts à la fin du mois de mai 1871. Toutes les révolutions françaises ont eu un lien avec la Bastille et les 25, 26, 27 février, la Garde nationale avait organisé une commémoration de la Révolution de 1848 avec énormément de bataillons qui venaient autour de la colonne avec des drapeaux rouges et ce fut 3 jours de fête. Et à cette occasion, ils ont hissé le drapeau rouge en haut du génie de la Bastille. Ensuite, le 17 mars, l'armée officielle va se cantonner sur la place de la Bastille. Elle se prépare à récupérer les canons que les gardes nationaux ont cachés sur les différentes hauteurs de Paris. Les canons ont été cachés à Montmartre, c'est bien connu, mais également à la place d'Aligre, dans le 12e arrondissement. Le 18 mars 1871, l'armée attaque à Montmartre, mais l'insurrection se répand très vite dans toute la ville et il y a beaucoup d'hésitation autour de la place de la Bastille. Des barricades sont montées. Ici, à l'entrée de la rue de la Roquette, se situait le 18 mars une des barricades de la place de la Bastille. Il y avait à ce moment-là un drapeau bleu-blanc-rouge. Ce drapeau bleu-blanc-rouge existait encore. Ce n'est que par la suite que le drapeau rouge sera adopté et généralisé. Il n'y a aucune marque aujourd'hui de la Révolution de 1871, sinon une inscription sur un mur à l'entrée de la rue Saint-Antoine. Nous nous trouvons ici à l'entrée de la rue de Charonne, où à la fin de la commune, dès le 21 mai 1871, au moment de la Semaine sanglante, une barricade a été construite qui a vu s'affronter les communards et les Versaillais. Sur cette barricade, il y avait entre autres Léo Frankel, qui était en quelque sorte le ministre du Travail de la commune, et Elisabeth Dmitriev, qui était une Russe créatrice de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Tous les deux vont combattre sur cette barricade. Léo Frankel sera blessé et c'est Elisabeth Dmitriev qui va le prendre, le sauver, l'emmener et l'emmener même jusqu'en Suisse. Elisabeth Dmitriev, qui est une Russe, amie de Karl Marx, elle était vraiment à la tête de la révolte des femmes pendant la Commune de Paris, puisqu'on assiste au premier grand mouvement féministe organisé. Les femmes qui sont particulièrement maltraitées à cette époque-là d'un point de vue industriel, financier et point de vue travail, puisqu'elles gagnent moitié moins qu'un homme, vont s'engager beaucoup pendant la Commune. Elles vont s'engager dans les clubs le soir, les clubs de réflexion. Elles vont s'engager dans l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, où elles auront un rôle fondamental de gestion de la ville de Paris. Et à la fin de la Commune, elles seront combattantes. On les verra sur les barricades, on aura dans Paris des barricades de femmes. C'est dans le 12e arrondissement que l'on verra apparaître une légion de femmes fédérées et qui sera commandée par une colonelle 2LE, Adélaïde Valentin. À notre connaissance, cette brigade n'a pas eu un rôle déterminant d'un point de vue militaire, mais elle aura un rôle de maintien de l'ordre dans le 12e, et notamment celui d'arrêter les fuyards, de les emmener en prison en les dégradant avant de rentrer en prison. Nous sommes au niveau du numéro 5 de la rue Moreau, et aujourd'hui c'est un jardin, mais à l'époque il y avait une maison dans laquelle Paul Verlaine habitait. Paul Verlaine qui a été garde national sous la Commune, il était chargé de la presse à l'hôtel de ville. Il n'a pas été un combattant, mais il a été un fonctionnaire de la Commune, peut-on dire. On ne sait pas si Arthur Rimbaud a participé à la Commune. Normalement non, il était là avant la Commune, mais il était reparti. Un certain nombre de ses poèmes, en tout cas, prennent clairement le soutien des communards. Les artistes se sont en général beaucoup engagés pour la Commune, surtout les artistes plasticiens qui se sont regroupés dans une fédération des artistes. On a également les artistes du spectacle qui ont créé une fédération artistique. Par contre, les écrivains, en règle générale, ont été très opposés à la Commune et parfois très violemment, appelant à des répressions les plus sévères possibles.
et parfois de gens qu'on n'attendait pas sur ce champ-là, comme George Sand ou Émile Zola. Il y a très peu d'écrivains qui ont pris la défense de la commune. Il y a Jules Vallès qui était communard lui-même, et Rimbaud et Verlaine, d'une certaine façon assez discrètes, mais qui l'ont quand même fait. Il y a des poèmes de Rimbaud et des poèmes de Verlaine qui sont très clairs sur ce plan-là. On a Victor Hugo qui était pas pour la commune, mais pour les communards, et c'est à peu près tout. Ce refus de la commune par les écrivains comporte une part de mystère. Nous sommes dans l'avenue Ledru-Rollin. C'est par ici que le général Wróblewski, le général polonais de la commune, est arrivé après la bataille de la butte aux Cailles, où il s'est magnifiquement défendu. Et avec le reste de ses troupes, il est arrivé par cette avenue Ledru-Rollin pour aller combattre à la Bastille. C'est également un peu plus loin que se trouve le pont Morland, pont sur lequel ont combattu des adolescents dans un bataillon qui s'appelait les Vengeurs de Flourens. Flourens avait été décapité par les Versaillais à Chatou alors qu'il était prisonnier et désarmé. Et un bataillon de Vengeurs de Flourens avait été créé qui était composé d'adolescents de 17 ans environ. Ces adolescents ont combattu jusqu'au dernier sur le pont de Morland et on n'a pas connaissance qu'il y a eu des survivants. Au moment de la Semaine sanglante, à partir du 21 mai 1871, on aura jusqu'à 900 barricades dans Paris qui vont se monter de briques et de broc pour un peuple de Paris très peu armé qui essaie de se défendre contre une armée professionnelle avec ses maigres moyens. Nous nous trouvons devant le 28 rue de Charenton, qui est aujourd'hui l'entrée de l'hôpital des 15-20. Au moment de la commune, au moment de la Semaine sanglante, il y avait ici une barricade où une centaine de communards ont été fusillés directement au milieu de la rue. Nous nous trouvons ici sur la place d'Aligre. C'est ici qu'un dénommé Lonclat, qui était élu de la commune dans le 12e arrondissement, avait caché les canons dont tous les gardes nationaux craignaient que les Prussiens ou les Allemands s'emparent. Et donc il avait été chercher des canons à la gare de Lyon pour venir les cacher ici, place d'Aligre, qui était une place un peu forteresse sociale déjà à l'époque. C'est également dans ce quartier d'Aligre que se préparera la sortie sur Versailles du 3 avril 1871. Après le 18 mars, l'armée officielle était en déroute et le gouvernement avait fui à Versailles. Et un certain nombre de communards pensaient qu'il fallait profiter de cette occasion de désorganisation pour attaquer Versailles même. C'est ici qu'elle sera préparée et, ma foi, il faut le dire, fort mal préparée, puisque les 3 colonnes qui partiront à l'attaque de Versailles seront toutes défaites et qu'on verra même la mort de Gustave Flourens et de Émile Duval, 2 des généraux qui commandaient ces colonnes. Nous nous trouvons maintenant devant le 5 rue Aligre, qui est consacré à un terrain de sport, mais à l'époque il y avait une maison, un bâtiment, dans lequel était le bureau de recrutement des gardes nationaux. On a encore aujourd'hui l'affiche, un plan au recrutement des Belges dans une légion belge. Ça fait partie de tous ces étrangers qui se sont engagés fortement dans la commune, puisque la commune ne reconnaissait ni le droit du sang ni le droit du sol, mais le droit de l'engagement, essentiellement, et que tous ceux qui s'engageaient étaient les bienvenus. De 1850 à 1898 existait ici une immense prison, qui était la prison de Mazas, qui faisait cet angle-là, le boulevard Diderot, jusque ici la rue Le Graveran, et la prison allait jusqu'au-delà de la gare de Lyon. Donc tout ce pâté de maisons n'était qu'une prison. Elle a été démolie en 1898 pour laisser place à l'exposition universelle de 1900. Beaucoup de personnages célèbres seront enfermés dans cette prison, comme Victor Hugo, comme Raspail, ou même Arthur Rimbaud qui sera emprisonné du 31 août au 5 septembre 1870. Pendant la Commune, les Versaillais vont envahir cette prison et 400 communards seront fusillés ici par les Versaillais
les corps seront jetés dans un puits au cimetière de Bercy. Les Versaillais ne font aucun prisonnier. Dans tous les combats, tous les prisonniers sont fusillés immédiatement. Les communards scandalisés décident de prendre des otages parmi des personnalités réputées proches du gouvernement. Et c'est ainsi qu'une cinquantaine d'otages seront emprisonnés à la prison de Mazas avant d'être transférés à la prison de la Roquette. Les otages ne subiront aucun dommage avant les derniers jours de la Commune, au moment où les rues de Paris sont remplies de cadavres. Les foules en colère vont s'emparer des otages pour les fusiller. Le nombre de morts de la Commune est très difficile à établir. Aujourd'hui, les historiens hésitent entre 10 000 et 30 000 fusillés. Nous sommes ici sous les voûtes de l'avenue Daumesnil et sous l'une de ces voûtes, au numéro 93 exactement, il y avait un abattoir où on fusillait tous ceux que l'on trouvait dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui venaient avec un air un peu bravache face aux soldats, ils étaient immédiatement arrêtés, considérés comme communards et fusillés. Ceux qui venaient avec un peu timides en regardant la pointe de leurs chaussures, on les considérait comme coupables également et ils étaient fusillés. La seule façon pour les gens de s'en sortir était de venir avec un air très confiant vis-à-vis des soldats en disant « j'en connais, ils sont cachés là-bas ». Et il y a eu comme ça 350 000 dénonciations à la préfecture de police dans les 15 jours qui ont suivi la Commune. Après la semaine sanglante qui a duré du 21 mai au 28 mai 1871, on a voulu faire des choses plus légalement et on a créé des cours prévôtales qui servaient à juger les personnes suspectes. Alors on jugeait les gens par groupe de 50 en un quart d'heure et en fait il n'y avait que deux sanctions, soit la déportation, soit la mort. Et les gens étaient emmenés dans des abattoirs. Ensuite il fallait se débarrasser des cadavres, ce qui était un autre problème. Et on les a mis un peu partout, on a créé des fosses communes un peu partout. Le 12e arrondissement faisait partie de ces arrondissements de l'Est de Paris qui étaient assez favorables aux thèses communardes. Et donc c'est des populations ouvrières qui se sont beaucoup investies dans la commune et qui en ont payé un prix très très lourd à la fin de la commune. C'était un peuple en armes composé de femmes, d'enfants, de vieillards qui a essayé de se défendre avec des compétences militaires pas forcément extraordinaires, mais avec un courage. Connaissant leur sort, connaissant ce qui allait arriver, beaucoup se sont quand même battus jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour. Nous sommes devant la mairie du 12e, qui a eu 4 élus au conseil de la commune, et dès le 7 avril 1871, ces élus décident que le drapeau rouge devra flotter sur tous les bâtiments officiels, y compris la mairie. Un des élus de la commune sera fusillé à Satory, un autre sera déporté en Nouvelle-Calédonie. Au moment de la semaine sanglante, quand les Versaillais pénètrent dans Paris le 21 mai 1871, des combats extrêmes vont devenir de plus en plus violents au fur et à mesure que l'armée arrive vers l'est de Paris. Et on aura l'église et la mairie de Bercy qui seront incendiées dans les combats. La semaine sanglante, on dit en général qu'elle se termine le 28 mai 1871. En fait, c'est plutôt le 29 mai, puisque le 29 mai, c'est le fort de Vincennes qui va tomber. Les communards se rendent et on leur dit qu'ils seront prisonniers. Et en fait, les 9 officiers qui se rendent sont tous fusillés. À la fin de cette semaine sanglante, on a également un combattant connu qui s'est battu sur la dernière barricade, rue de la Fontaine-au-Roi. C'est Jean-Baptiste Clément qui va trouver refuge sur le quai de Bercy, chez un ami, et qui va réussir à échapper au peloton d'exécution et à fuir à l'étranger. Pendant 150 ans, on a cherché à effacer la Commune de Paris de la mémoire de l'histoire nationale, mais beaucoup de pays à travers le monde se sont référés à la Commune de Paris. Toutes les révolutions russes, chinoises, cubaines, espagnoles faisaient référence à la Commune de Paris. Et on a vu dans les derniers mouvements sociaux en France, Nuit debout, les Gilets jaunes, etc., des tas de références à la Commune de Paris, notamment ses aspects démocratiques, sa démocratie directe, qui reste un souvenir vivace dans une partie du peuple de France.